tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, j'ai le plaisir de converser avec Estelle Caumartin, créatrice du média Le Taiseux et photographe. D'une enfance solitaire et un peu à l'écart, traînée de plateaux de tournage en séances photos d'enfants mannequins, Estelle s'est forgée une conviction réaliste de la société, parfois critique, souvent amusée. Les cadres ne sont pas pour elle, sauf peut-être pour ses photos d'un style direct, sans mise en scène, toujours juste. Le goût des autres et de la littérature la poussera à créer un média en ligne, Le Taiseux, avec une liberté inédite de ton et de thème, partant à la découverte de personnalités clivantes ou attachantes. C'est une belle rencontre au bord de Creuse, où l'on a parlé de liberté de pensée, de photos, de Léon Bloy, en évoquant également Kubrick, Balzac, Francis Vénat ou Argenton-sur-Creuse, où souvent tout commence. Je vous embarque à la découverte d'Estelle Caumartin, une fille qui égrène sa liberté derrière les mots et les images. Goodberry, c'est parti. Bonjour Estelle. Bonjour. On vient de se rencontrer à Argenton. C'est une ville que t'aimes bien ? Oui, j'aime bien. Il y a beaucoup d'opportunités, donc j'aime bien m'y balader. Il y a des belles rencontres à chaque fois qui se font. Est-ce que t'es berrichonne ? Non, pas du tout. Je suis née à Clamart, en région parisienne, et j'ai grandi entre la banlieue et puis Paris. J'ai travaillé après à Paris, et en 2015, fin 2015, début 2016, je suis arrivée dans le Berry. J'avais acheté une maison secondaire à mes 18-20 ans, dans ces eaux-là, à retaper. Et quand elle a été prête, après les attentats, je suis arrivée ici. Enfin, c'était à Montipouré, en fait, près de la Châtre. Comment tu qualifierais ton enfance dans le 91 ? Globalement, pas des très bons souvenirs. Une enfance pas forcément chouette non plus, globalement. Je préfère ma vie aujourd'hui. Tes souvenirs, c'était quoi d'enfance ? Ça a été marqué beaucoup parce que j'ai commencé à travailler à 9 mois. C'est ce que je dis. De 9 mois à 13 ans, j'ai fait ce qu'on appelle enfant mannequin. J'ai baigné très tôt dans ce milieu-là et c'est surtout ça les souvenirs que j'ai de ma vie. Des photos pour des grandes marques, des créateurs, des marques plus de supermarchés, de grande distribution. Quelques téléfilms aussi et puis publicité vidéo. Un peu de tout pendant 13 ans. Et c'est tes parents ? Oui, Ouais, j'imagine. À 9 mois, j'ai rien réclamé. Je marchais même pas. Mais oui, ça a commencé comme ça et puis de fil en aiguille, ça marchait bien apparemment. Donc. Et c'est quoi ? C'est des castings que tu fais ? Oui, c'était. Alors il y a beaucoup de castings pour peu de réussite. Faut en faire quand même beaucoup. Donc le temps libre était vraiment occupé par ça. Mais ça te plaisait quand tu étais petite ? Non. Au début, je pense que c'était comme un jeu, mais après, très vite, j'ai pris du recul et j'ai senti que c'était pas mon truc. J'étais pas dans mon élément. Faut faire des scènes, tout ça, écouter un peu ce que disent les photographes. Des choses un peu débiles, quoi. Et je m'en rendais compte aussi. Et puis il y a des moments où on n'a pas envie aussi. Mais c'est planifié, donc on n'a pas le choix. Il y a tout le monde qui est là, il y a toute l'équipe qui est là. Donc non, ça n'a pas toujours été chouette. Après, ça m'a forgé aussi, donc je ne suis pas une victime, quoi que ce soit. C'est pas Cosette, mais... T'as gardé des films, des photos ? Non, j'ai rien pu... j'ai moins d'une dizaine de photos parce que mes parents ont tout gardé. Et on a coupé les ponts, donc ils ont aussi gardé le butin matériel. Et les études à ce moment-là, comment ça se passe ? Alors c'était un peu compliqué parce que c'est pareil, ça a créé un décalage avec les autres enfants, parce que ça demande de s'absenter aussi. C'est encadré tout ça, mais ça crée un fossé avec les autres. Et les autres ne comprennent pas pourquoi on apparaît à la télé, en plus à l'époque, c'était il y a quand même 20-25 ans, et ils ne comprenaient pas... comment j'arrivais, est-ce que je rentrais dans la télé, est-ce qu'il y avait une porte, enfin, voilà. C'est pas comme maintenant, les enfants comprennent mieux le système. Et donc c'était une enfance très solitaire en fait, plutôt solitaire, à l'écart. Donc plutôt bon élève, mais des difficultés d'adaptation, des problèmes aussi à rester dans le cadre. En fait, j'ai tout fait, mais je pense que ça vient de l'enfance aussi, ou envie de s'émanciper, de vivre sa propre vie, d'écouter ses propres aspirations. Ouais. Ça se débloque primaire ou au collège ? Plutôt collège, même si en primaire, le fossé était déjà là. Mais plutôt collège. Et puis lycée, ça a été vraiment la dégringolade. J'ai séché beaucoup. Ouais. J'étais vraiment pas à l'école
pratiquement. Alors ce que je faisais, c'était que de temps en temps, j'étais malade, officiellement, auprès de mes parents. Et entre les deux, il y avait des petits billets à remplir d'absence. Et donc, je prenais un peu avant et un peu après. Donc, ça me faisait une dizaine de jours de séchage. Et ça passait comme ça, mais jusqu'au jour où mes parents l'ont découvert. Et, parce que je me cachais dans les placards, tout ça. Enfin, en fait, je partais avec eux. Ils partaient au travail et j'allais dans la rue comme si j'attendais mon bus. Et puis je revenais, en fait. Une fois qu'ils étaient partis, eux, moi, je revenais. Et donc là, par contre, je faisais mes trucs que j'avais envie de faire. Donc c'était regarder des films. Je regardais 3-4 par jour. Lire, beaucoup de livres. Mais ça a été découvert. Et en terminale, j'ai vraiment arrêté. Et j'ai passé je me suis inscrite au CNED. Et puis j'ai passé le bac en candidat libre. Et je l'ai eu. Parce que c'est pas difficile non plus d'avoir son bac. Et après, j'ai pris une année un peu blanche pour faire le point, pour voyager un petit peu, quelques week-ends par-ci par-là en Europe. Après, j'ai essayé, parce que je vivais toujours chez mes parents, donc il y a un peu le côté, quand on a 18 ans, il faut justifier qu'est-ce qu'on fait de ces journées, ce qui peut rapporter, éventuellement, socialement ou financièrement. Donc j'ai essayé de commencer les études. Une école d'édition, l'école Estienne à Paris, qui est très bien sans doute, mais j'ai tenu 3 jours. Pourquoi tu tiens 3 jours ? Parce que revenir dans le cadre de l'école, même si c'est un cadre d'études supérieures, même si c'est en dehors du collège ou du lycée, c'était plus possible en fait. Je pense qu'une fois qu'on a quitté on est descendu du train, remonter, il y a des gens qui arrivent, mais c'était au-dessus de mes forces. Donc j'ai tenu 3 jours. Après, j'ai quand même toujours dans cette idée de se justifier. J'ai voulu faire des études par le CNED et comme c'était un peu limité, j'ai atterri dans un BTS notariat, mais qui est pas du tout, qui me ressemblait pas du tout. J'ai tenu quand même un peu. J'ai envoyé au début les devoirs. Ça a duré 3-4 mois. Donc pareil, j'ai payé la formation pour rien. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui bloquait. Quand il y a quelque chose qui bloque, je ne force pas. Je peux pas forcer. Ça se ressent tôt ou tard, donc voilà. Et sur les années scolaires, il y a des matières qui t'intéressent plus que d'autres ? Oui, le français. En fait, là, ça marche là où j'ai un peu de reconnaissance aussi. Et souvent, les profs de français, au collège ou lycée, les rédactions, ils étaient vraiment très, très contents. Parfois, je devais les lire en classe parce que, bon, c'était gênant, comme tout ce qui est oral. Mais il y a des profs qui te marquent à ce moment-là ? Oui, une prof de français au collège, ouais. Qui je sentais, alors on discutait pas, c'est difficile quand on est élève de parler vraiment comme aujourd'hui je pourrais parler à des gens, mais je sentais qu'elle avait un peu d'estime et qu'elle croyait en ces compétences-là plus que mes parents par exemple, qui vraiment étaient déconnectés de tout ce qui m'intéressait vraiment, la littérature, tout ça. Eux, ça s'est arrêté, ils ont lâché l'affaire quand j'ai lâché les enfants mannequins et tout ça, ça a été vraiment la grosse déception. D'accord. Il y a des bouquins à ce moment-là que tu lis qui te marquent ? Oui, je commence par un peu des lectures faciles, Stephen King, Amélie Nothomb, enfin voilà, tout ça. Puis après, je déroule le fil, je vais vers des choses un peu plus pointues. Je tire le fil, je le déroule pas. C'est vraiment, il y a tout qui passait en fait. La littérature classique, le théâtre, la poésie, les romans, pas trop moins les essais, moins la philo. Et puis un peu plus tard, quelques années plus tard, je découvre des choses qui me restent encore, comme Léon Bloy, Barbet d'Aurevilly. En fait, il y a tout un petit groupe aussi des gens qui se côtoyaient. Huysmans aussi qui est dedans. Enfin voilà, ça c'est des choses qui me sont restées et que je lis encore. Et là, j'ai gardé cette passion de la lecture. Cette année, ça a été très centré sur Balzac, parce que j'ai voulu reprendre toute la comédie humaine. Donc 95 livres à lire. Et il m'en reste une petite trentaine. J'ai commencé en février. J'espère, avant les 30 ans, finir. Je sais pas, c'est dans 3 mois, faudrait que je m'accroche un peu. C'est un gros défi. Et quand tu dis tu voyages, tu vas où ? En Italie, je suis allée en Espagne, en Autriche. C'était vraiment pas... C'était pas le voyage. Moi, j'avais envie de vivre toute seule et d'aller sans billet retour, en fait. Mais je me sentais pas capable, pas solide, pas confiance en moi du tout. Donc, ma mère est venue à chaque fois. C'est vrai ? Oui.
Donc l'expérience, c'est vraiment pas pareil. On est un peu toujours enfant, en fait. J'aurais voulu... Mais je pense que c'était trop tôt, de toute façon, pour être lâché dans la nature comme ça. L'Italie, vraiment, ça a été le... Ouais, il faudrait que j'y retourne. C'était où en Italie? À Rome, notamment, Florence aussi. Après, j'aurais bien aimé faire les plus petits villages, mais il faut du temps. Et donc, comment tu te retrouves ici, dans le Berry? Dans le Berry, j'ai acheté une maison je crois que je devais avoir 19-20 ans. Une petite maison à retaper. Alors, je suis venue ici pour le prix de l'immobilier. Mes parents avaient commencé avant les recherches, et puis quand ils ont acheté, alors c'est plutôt un autre coin du Berry, moi après j'ai trouvé une maison qui était vraiment, c'est elle qui m'a attirée en fait pour le prix. Bon, après il y avait beaucoup de travaux. Donc j'ai travaillé, je travaillais à Paris, je travaillais dans l'immobilier, en fait j'ai travaillé pendant 3 ans comme ça, après Et tu faisais quoi le dans notariat. l'immobilier? J'ai fait un peu tout, du secrétariat, de la compta. C'était dans la gestion locative, dans un syndic et une gestion locative. Donc, bon, ça rapporte des sous, c'est pas très intéressant. Et puis je suis partie aussi parce que je savais que c'était que pour un temps et que le temps de faire la maison. Parce que mon patron, il était content, hein, mais fallait sacrifier sa vie pour avoir un bel appartement. C'était pas des choses auxquelles j'aspirais. Et comment tu retapes la maison? C'est avec des contacts, des artisans du coin, un peu très mal retapés d'ailleurs. c'est les erreurs de jeunesse, comme on dit. Mais voilà, ça apprend. Et quand tu arrives ici, qu'est-ce qui t'étonne? Le calme, enfin je viens là pour ça aussi. Ouais. Le calme, le nombre d'habitants au kilomètre carré, qui n'est pas le même qu'en grande ville. Et tu te sens pas seul? Mais si, mais c'est ça que je recherche aussi. Et maintenant, je pourrais pas faire le chemin inverse non plus, en fait. Repartir en ville, déjà Argenton, c'est bien, hein, mais c'est déjà trop. Ah, c'est déjà trop? Trop peuplé. Ah, trop peuplé. Mais bon, après... Ça... alors après, je quitte mon travail et puis je commence à tâtonner. Là, vraiment, il y a une longue période de tâtonnement qui se met en place. Et puis je reprends l'écriture d'articles, je fais quelques critiques cinéma, mais tout ça c'est gratuit, il n'y a pas de rémunération. Mais c'est pour m'entraîner. C'est pour mon compte, je fais mon propre site et puis voilà. J'apprends à faire un site internet aussi. Et puis de fil en aiguille, j'écris aussi pour... là, je commence à être un petit peu rémunérée. C'est pas grand-chose, mais je commence à me dire qu'il y a peut-être... donc c'est la communication, en fait. Je commence à prendre un peu de photos, voilà, ça se met en place. Et donc là, j'ai atterri à Cusion. Pourquoi Cusion? Parce que le père de mon fils, il avait un petit chalet en bord de Creuse, à Cusion. Donc naturellement, on s'est rapproché plutôt de ça. Et puis voilà, après à Cusion, j'ai commencé à travailler pour la mairie, pour refaire leur site. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait d'autres sites internet aussi. Je travaillais je faisais le bulletin municipal, les supports de communication, la gestion des réseaux sociaux. Tout ça, j'ai fait ça quelques temps. Et après, j'ai commencé à travailler à l'Écho du Berry en tant que correspondante pour le canton d'Aiguzon. Et là, j'ai commencé à tisser du lien parce que j'étais très seule. Jusque-là, j'avais vraiment aucun réseau. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens intéressants. Et puis, c'est pareil, on tire le fil, on découvre plein de choses. Et puis là, on apprend... c'est très formateur. Hein. C'est assez mal payé comme métier, mais c'est très formateur. Il y a des rencontres qui te marquent? Bénédicte Clément, qui est céramiste à Gargilès. Très belle rencontre. Vraiment. J'ai fait après son site internet aussi. Ses photos, j'ai écrit pour son site. Enfin, il y a des très belles choses qui se sont faites ensuite. Il y a la compagnie Aour aussi, qui était à Gargilès, avec qui je suis toujours en très bons termes. Voilà, c'est des gens que j'ai gardés. Et puis même, après, on met un pied dedans, en fait. Donc même si on quitte... Après, j'ai quitté au bout d'1 an. Et pourquoi tu quittes l'Écho du Berry? Je sentais que j'avais fait le tour. Les mêmes sujets revenaient. Au bout d'1 an, oui, on voit les événements sont identiques, ils reviennent toujours. Donc j'ai pas voulu perdre plus de temps. Et quand je me plais pas ou plus, c'est fini. Faut passer à autre chose. Par contre, je me suis dit c'est dommage. J'aime rencontrer les gens, j'aime discuter avec eux. Donc c'est pour ça qu'après j'ai créé le Taiseux. D'accord. Le Taiseux, donc c'est un média sur lequel je suis toute seule, un média en ligne. Ça reprend un peu ce que je faisais, donc c'est des portraits. Je vais à la rencontre de gens du Berry. Donc oui, il y avait ça aussi, il y avait une frustration au niveau de la géographie, parce que j'étais cantonnée à Aiguzon. À Aiguzon, ouais. Et aux petites communes autour. Et là, ça me permet
de partir partout, dans le Cher, dans toute l'Indre, dans la Creuse, un petit bout de la Creuse aussi. Et quelle est la spécificité du TSE du coup par rapport à tous les journaux qui existent? Il y a les photos, ça a développé le côté photo. Il y a vraiment un côté galerie alors pas pour tous les articles parce que tous les sujets ne s'y prêtent pas, mais quand c'est possible, je tiens à faire une galerie photo assez conséquente, hein. Ça peut être jusqu'à 300 photos. Quand je vais chez un artisan, par exemple, je montre tout ce qu'il veut bien montrer. Et l'autre spécificité, je dirais que c'est la taille des articles aussi, parce que je ne me refuse pas de détailler. Tout ce qui me paraît intéressant, je l'écris. Je ne fais pas de coupe. C'est vrai que c'est frustrant dans les journaux. On a une demi-page pour présenter quelqu'un et puis c'est tout. Donc il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe, alors qu'on dirait qu'il n'y a pas de... Ça n'a pas vraiment de sens, c'est des sauts de puce comme ça et les gens ne peuvent pas expliquer pourquoi ils sont allés d'un point A à un point B. Là, on prend le temps de le faire. Et il y a une ligne directrice dans ce que tu fais? Oui, il y a aussi la liberté de ton, de sujet. Je m'interdis rien en fait, aucun sujet. Il n'y a pas de tabou intellectuel, sémantique, tout est... Après, les gens sont intelligents, ils se brillent d'eux-mêmes. Donc là, ça paraît un peu pompeux comme projet, mais je trouve que le TSE, c'est un échantillon. Actuellement, ce qu'il y a en ligne, donc il y a une 30aine d'articles, c'est un échantillon de ce que ça pourrait être, parce que justement les gens se brident un peu, ils sont souvent sur la retenue, ou parfois ils me disent « oh bah non, on enlève ça parce que je vais un peu trop loin ». Mais bon, je pense que plus ça ira. Je veux pas que ce soit le café du commerce non plus. Donc il y a aussi un côté tribune libre. D'accord. Sur le site. Et par contre, c'est la partie du site qui est la moins alimentée, mais c'est parce que je demande des textes sourcés aussi. Je veux pas, justement, le côté café du commerce où chacun, enfin c'est pas la foire d'empoigne, chacun ne peut pas dire ce qu'il veut sans étayer ses propos. Et c'est une version digitale, il n'y aura pas de version papier? Peut-être. Peut-être. C'est pas impossible, après... La fréquence, c'est quoi? Il y en a pas aussi, c'est la liberté, c'est ça. Mais pas de cadre. Pas de cadre. Ah, le cadre, c'est ça, c'est aussi un... Pas de ligne, c'est aussi un cadre en fait. Pas de ligne éditoriale, pas de contraintes, ça reste... faut respecter ça. Et financièrement? C'est moi qui le finance. Bah après, c'est pas non plus... je veux dire, il y a l'hébergement du site. Le site, c'est moi qui l'ai fait. Donc, à part du temps... Les lecteurs, ils payent pour avoir le contenu? Pas du tout. C'est un média en ligne, gratuit, et libre d'accès. Donc il n'y a pas de rémunération pour Non, ça? non, non, et je n'en veux pas. J'ai refusé des financements. Je refuse de faire les démarches aussi pour les demandes de financement. Parce que je ne veux pas devoir quelque chose à... Quand les gens donnent de l'argent, ils attendent quand même en retour quelque chose. Et là, ça me briderait. Ah mais c'est une posture qui peut être compliquée économiquement. S'il y a le métier à côté, enfin ça va. Comme je te dis, c'est pas non... à part du temps, ça demande beaucoup de temps, mais sinon c'est pas un gros investissement. Et quand tu dis le métier à côté, parce que tu as un métier à côté? Oui. Donc le TSE m'a apporté vraiment le métier que j'exerce aujourd'hui, la photo. D'accord. J'ai développé ça, donc j'ai commencé à faire les photos chez les artisans. Les paysages du Berry aussi, j'ai commencé comme ça. Et puis après j'ai eu les premières demandes il y a 1 an et demi pour des demandes de devis en fait. Et donc c'est venu comme ça, je me suis lancée. Après pour construire le portfolio, j'ai proposé de faire des photos gratuitement pendant 1 mois ou 2. J'allais chez des artisans, des artistes, enfin voilà, je faisais des choses un petit peu différentes pour alimenter. Et puis voilà, après, premier mariage, deuxième mariage, je dis un peu oui à tout. Et puis je vois ce qui se passe. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté un truc pareil? Et puis ça va, en fait. Une fois que je suis dans le bain, il y a des choses quand même à apprendre. Il y a des maîtrises aussi, le logiciel de retouche photo, tout ça. C'est des choses qu'il faut continuer de travailler. L'histoire de la photo aussi. Enfin voilà, toutes ces choses-là, je continue de... Et si tu devrais définir ton travail en photo, tu dirais quoi? Je pense que c'est le style reportage, hein, c'est ce qui revient beaucoup. Mais après, je suis pas du tout la seule à le faire. Il y a beaucoup de gens qui font ça, de ma génération. Ouais. C'est un style que je retrouve beaucoup chez les gens de mon âge. Selon les photos, je trouve qu'on peut à peu près estimer l'âge du photographe. C'est vrai? D'accord. Oui. Plutôt noir et blanc? Alors c'est un choix que je mets en avant parce que c'est une préférence personnelle, mais sinon pour les demandes des clients, les mariages par exemple, si quelqu'un me demande 70% ou 90% de couleurs, je livre autant de couleurs en fait.
Mais pour les projets personnels, oui, c'est plutôt noir et blanc. Une rencontre photo qui t'a marqué ? Alors c'est un peu lié au TSE en fait. Ça a commencé par la photo et puis après il m'a proposé de faire un article. C'est Francis Venat qui est bourrelier à Argenton justement. D'accord. Donc j'ai commencé à faire les photos chez lui, puis de fil en aiguille on a parlé du TSE. Et lui il voulait raconter sa vie. Donc je lui dis ça sert à rien, il y a déjà beaucoup d'articles sur vous. Enfin, c'est un petit peu... j'aime pas répéter ce qui a été dit. Il me dit non, mais c'est important parce que c'est toi, c'est ton point de vue. Et voilà, ça c'est unique. Ça s'est fait comme ça. Après, je suis allée 4-5 fois parler avec lui. Ça a été très long de constituer l'article. Mais il a une vie passionnante. Donc ça a été vraiment une rencontre marquante. Ouais. Qui m'a apporté après, parce qu'il est quand même très connu ici, c'est une figure du coin. Donc, qui m'a apporté avec les gens qui ont pu voir les photos sur Facebook. Ça a amené des signatures de mariage. Voilà. C'est difficile de vendre son travail ? Non, il n'y a pas de compromission. Je refuse la compromission, donc il n'y a pas de... Je ne vais pas aller mendier ou... Après, j'essaye de comprendre parfois pourquoi je ne suis pas choisie, par exemple. Ça arrive, mais c'est plus pour savoir, c'est la curiosité personnelle en fait. Tu as un site, mais tu n'as pas de studio. Je crois que je n'aurai pas de studio. Alors je dis ça. Ça se trouve, j'en aurai un dans quelques années, mais pour l'instant, ça me convient pas. J'aime bien la liberté d'aller et venir, de déterminer au hasard le lieu, de faire en fonction, par exemple, si une famille aime bien se promener à tel endroit, de faire les photos à cet endroit-là, voilà, l'imprévu dans cette... Tu fais un peu un briefing avant ? Oui, bien sûr. Oui, on va pas sur la route comme ça. Pas encore. L'essence, c'est trop cher. J'imagine que par rapport à ton enfance où c'était compliqué, tu es plus à l'aise derrière l'objectif que devant. Mais après, ça m'aide aussi à comprendre pourquoi les gens peuvent être mal à l'aise par rapport à l'appareil photo. Donc ça m'aide dans ma démarche et je crois que les gens cherchent ça aussi. Parce que la photo, c'est pas juste prendre une photo, il y a un peu un lien qui se crée, même si c'est assez éphémère, sauf si on se revoit, mais en général, ça dure 1 heure ou 2, et puis voilà. Mais ça m'aide à mieux les mettre à l'aise et à comprendre, avoir de l'empathie par rapport à leur gêne. C'est quoi ton discours quand c'est compliqué ? Ce que je dis souvent, c'est « oubliez-moi ». C'est ce que j'ai écrit sur mon site aussi, dans ma présentation. C'est le conseil... Parce qu'au début, il commence à se mettre en place, et puis je vois qu'ils s'arrêtent. Ils ne marchent plus ensemble, par exemple une séance couple ou une séance famille. Ils regardent l'appareil, comme s'il fallait figer, comme si c'était une chambre noire, un peu, un truc qu'à 100 ans. Je dis non, mais faites comme si on se baladait ensemble, et après ça va mieux. Il faut du temps aussi pour s'acclimater, parce que je suis une étrangère, donc je comprends vraiment tout ça. Je ne roule pas des mécaniques à dire voilà, vous mettez à tel endroit. J'aime pas donner de directives non plus. Ça peut venir après. Mais il faut que les gens soient habitués à moi aussi. Tu bosses le week-end, j'imagine, beaucoup ? Oh oui, principalement, oui. La nuit aussi, pas pour aller photographier les gens, mais pour les retouches, pour l'écriture aussi d'articles. Ça marche mieux la nuit. Ah, ça marche mieux la nuit ? Ah oui. Oh, c'est souvent. Oh oui, je suis pas la seule. C'est un truc d'oiseau de nuit, je crois, l'écriture. Tous ces métiers-là où il faut travailler sur l'ordinateur parce que le temps, il s'arrête. Ça continue de tourner l'heure, il faut quand même aller dormir à un moment donné. Mais il y a quelque chose de différent quand même, une ambiance différente, et puis il y a un calme qui s'installe, qui est plus propice. Ça t'a traversé l'esprit d'écrire un livre ? Non, on m'a souvent proposé, ou suggéré l'idée. Mais je trouve que j'ai pas de choses intéressantes à raconter pour remplir un livre, je trouve. Oui. La fiction ? Non, ça, je pense pas. Ça, j'ai pas assez d'imagination. Alors, j'ai de l'imagination pour le côté un peu, je me fais des films ou pas de la paranoïa, mais bon, ça va tout seul. Mais non, écrire de la fiction ou des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour arriver avec un nouveau concept et une nouvelle approche. Voilà, je pense que j'ai pas les épaules. Et Expo Photo ? J'en ai fait une à Aiguzon en octobre dernier. Ah, génial.
Et c'était la première, et pour l'instant c'est la dernière parce que je pense que c'est pas mon truc. D'accord. Et t'as dû faire un discours pour le vernissage? Non, il n'y avait pas de vernissage en plus. C'était vraiment je dépose et je m'en vais et je reviens les chercher. Ça a duré 1 mois. T'as accroché la nuit? Non. Mais moi j'aime bien être avec les gens et puis que mes photos elles vivent. Après c'est chouette de recevoir les photos imprimées. Ça donne une nouvelle vie à la photo. Donc ça, mais c'est pas parce qu'il y a une expo qu'on doit le faire. On peut le faire aussi en dehors des expos. Il y a des photographes que t'aimes bien? J'aime beaucoup les photos de Jeanne Adjet et puis de Jean Dieuzède aussi, voilà, des photographes français du siècle dernier. Hein. Non, je regarde, la photo, faut toujours le nourrir, toujours. Faut pas rester sur des acquis qui sont pas acquis, puisque c'est toujours en train de changer de toute façon. J'aime bien finir avec quelques questions, Estelle. On en a déjà parlé un peu, mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a vraiment marqué Tout à l'heure, on en a parlé pendant la scolarité, mais... oui, alors, il y a l'œuvre de Léon Bloy, mais bon, c'est un peu à conseiller aux gens. On peut dire que c'est un pamphlétaire, en fait. Voilà, j'aime beaucoup son intransigeance intellectuelle. Il a vraiment été... il n'était pas là pour se faire des amis. Hein. Et ça date de quelle période? C'était à cheval, 19e, 20e, début 20e. Et puis dans les autres livres aussi, donc il y a le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, que je conseille, qui est facile à lire et qui est très drôle. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très drôle. Il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour noir. Je laisse découvrir. Et puis il y a un ouvrage aussi de Gustave Le Bon, donc Psychologie des foules, qui aide à... C'est pareil, c'est un ouvrage assez court, dense mais court, et il permet de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de problématiques. Des fois, parfois on se rend pas compte, on se pose des questions, on se dit pourquoi telle ou telle chose arrive, pourquoi la société réagit de telle ou telle manière, et ça permet d'éclairer. C'est un sociologue? Un psychologue. Un psychologue. D'accord. Ça peut encore être lu aujourd'hui et avoir du sens. Voilà, ça a été assez important pour... quand j'ai un petit coup de mou avec le TSE qui fait pas toujours consensus, parce que j'ai sorti un article qui fâche un peu, je relis un peu Léon Bloy et je me dis, bon, je préfère m'inscrire là-dedans, même si j'ai pas du tout la prétention de... Ouais. Et quand tu dis qu'il y a des articles qui fâchent? Alors au début ça allait, c'était des portraits d'artisans, des sujets un peu... Ça met tout le monde d'accord, hein, on aime bien voir les gens travailler, et puis il y a beaucoup de respect pour les artisans. Mais après, quand c'est un peu plus politique, oui, ça a fâché. Je me suis pas fait beaucoup d'amis non plus cette année, mais je pense qu'il y a des gens qui sont un peu partis parce qu'ils ont peut-être été... qui sont un petit peu éloignés parce qu'ils ont trouvé que c'était trop... que c'était trop. En fait, l'étau, il s'est tellement resserré dans la liberté de parole, dans la liberté de penser. Déjà, aller interroger telle ou telle personne un peu plus clivante, ça passe déjà pas, parce qu'il y a des gens avec lesquels on n'a pas le droit de discuter. Et donc, voilà, j'ai perdu un peu de gens dans la bataille, mais j'ai gagné aussi le respect de certaines personnes qui pouvaient se dire que c'était bien de tenir sa ligne. En fait, c'est ça aussi. Moi, je cherche le respect. Je cherche pas à atteindre 50 000 lecteurs par mois. Obtenir le respect et l'estime de gens qui disent elle a tenu sa ligne, même si c'était pas forcément facile. Voilà, ça me suffit en fait. Et quand tu dis que l'étau se resserre en liberté de penser, oui. J'ai l'impression que c'est le contraire, moi, que les réseaux sociaux, que tout le monde dit n'importe quoi, n'importe quand. Oui, mais il y a toujours une police de la pensée qui arrive. Moi, je l'ai vécu en fait. J'ai sorti un article c'était en décembre dernier, oui, sur le maire de Saint-Gilles, par exemple. Alors ça a été... je me suis pris une volée de bois vert, parce qu'il ne faut pas parler au maire de Saint-Gilles, parce qu'il vote mal ou parce qu'il parraine mal, et voilà. Donc, en l'occurrence, il a parrainé Éric Zemmour aux dernières élections. Et voilà, la façon dont j'ai écrit l'article, pour certains, c'était trop consensuel. En fait, on m'a dit, on a le droit d'être consensuel, mais pas avec tout le monde, en fait. C'est ça qui est un petit peu compliqué dans le débat aujourd'hui. Le grand truc, c'est de dire, on est intolérant avec les intolérants. Ouais. Voilà. Et moi, je suis un peu en dehors de tout ça. Je suis un peu... Ça m'amuse en même temps de voir ces gens se chaparder, pas se chaparder, mais se chamailler pour des détails sémantiques. On voit en plus qu'au fond, ils vont dans la même direction. C'est juste une question d'étiquette en général.
tout le monde est d'accord pour préserver le patrimoine, par exemple, mais il ne faut pas appartenir à tel ou tel camp. C'est un gros mot, en fait, selon pour qui on vote, ça ne se fait pas. Donc voilà. Mais bon, moi, j'arrive un peu là. J'ai pas d'attache ici, donc ça me permet aussi d'être un peu libre par rapport à ça. Et j'ai rien à prouver non plus. Il n'y a pas d'enjeu. Si les gens ils veulent laisser couler les robinets d'eau tiède, ils vont lire la presse, celle qui se vend, celle qui... J'ai quand même le droit d'avoir un espace de liberté sur le TSE. Ça peut pas... Ça leur enlève rien. Mais ça a déjà été trop. D'accord. C'était déjà trop. J'ai reçu à la fois des messages de soutien quand même, en privé. Tout n'était pas affiché. Et puis à côté des pavés de remontrances, vraiment... Oui, il y a des gens à ne pas fréquenter. Je me suis rendu compte de ça. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut me dire, moi j'y vais. Et dans ce cas-là, c'est compliqué de passer outre ? Oui, j'ai eu un mois de décembre un peu tumultueux. Ah ouais, c'est compliqué. Bah oui, parce qu'on est tout seul aussi. On est tout seul. Moi, je suis toute seule avec le TSE. Donc les critiques, c'est pas les critiques, mais c'est un acharnement en fait. On veut me faire rentrer dans la tête un truc. Pour moi, ça me parle pas. Il n'y a pas de tabou à avoir, surtout. Ou alors il faut interdire certains partis, ou alors il faut vraiment revoir la question. Mais là, moi, j'ai pas rencontré le diable, je peux pas l'inventer non plus. Et puis c'est pas grave. Enfin, ça pourrait aussi faire du bien aux gens de voir un regard différent sur tout ça. Après, au niveau des articles aussi qui m'ont marqué pour le TSE, il y avait la rencontre avec Valérie Hainaut, qui est propriétaire du domaine de Poulaine depuis 31 ans. Donc, elle a consacré sa vie au domaine. Et c'est une rencontre qui m'a marquée parce qu'elle m'a vraiment parlé sans filtre de toutes les difficultés qu'elle rencontrait pour préserver cet endroit, essayer malgré les difficultés, parce qu'elle n'arrive pas en fait à inscrire ce lieu-là, juste qu'il y ait une inscription au monument historique. Donc elle n'arrive pas à débloquer les fonds et les subventions. C'est un jeune remarquable. Oui, mais c'est que ça. Alors que le domaine, le bâti, pourrait être classé aussi. Il y a vraiment des charpentes. Sur le TSE, on explique vraiment pourquoi ça mériterait d'être au moins inscrit, pas forcément classé, mais au moins inscrit. Et donc là, c'est malheureux, mais c'est en train de s'effondrer parce qu'elle ne peut plus porter le projet non plus toute seule. Et puis sur les tribunes, il n'y avait pas beaucoup de monde qui a écrit sur le TSE, mais il y a un article qui est assez... c'est l'article le plus lu, je crois, du site. C'est la tribune de Bernard Evenot sur le nucléaire et les éoliennes. Ça a vraiment ouvert les yeux à moi y compris, mais à beaucoup de gens sur le fait que c'était de l'énergie intermittente, que voilà, tous les problèmes soulevés. Alors, on ne dit pas que le nucléaire, c'est parfait et sans défaut. Et lui, il ne parle pas de n'importe où non plus, parce qu'il a quand même travaillé toute sa vie chez EDF, il connaît le sujet. Et ce n'est pas de l'idéologie, il y a des faits, il y a des calculs, il y a des graphiques, des choses qu'il met en avant. Ce n'est pas comme ça, des jugements à l'emporte-pièce. Il sait ce qu'il dit et on peut le coincer dans tous les sens, lui poser des questions à l'envers, à l'endroit. Il retombe toujours sur ses pattes parce que c'est étayé en fait. Et ça, c'est un article qui est assez lu. Et les poilus berrichons ? Oui, c'était des photos que j'ai beaucoup aimé faire. C'était des conditions assez difficiles. Donc c'est une association de reconstitution historique. En fait, ils agrègent un peu de matériel, soit ils font reconfectionner des costumes, soit c'est du vrai matériel d'époque qui chine, qu'ils achètent comme ça d'occasion. Et dans les brocantes, sur Internet, vraiment, tout y passe. Et donc ça a été une journée photo très difficile au niveau du matériel, parce il a fait que pleuvoir. C'est une journée, je crois que j'ai jamais vu ça. Pas d'éclaircie ni rien. Peut-être 10 minutes avant la fin, ouais. Et donc ça permet de tester le matériel aussi dans des conditions assez rudes. Et c'était en forêt, au début de la forêt de Troncet, donc dans un domaine privé. Donc c'était des sentiers qui n'étaient pas balisés. Et là, j'ai vraiment su ce que c'était d'avoir tout son attirail de photographe lourd, devoir marcher, tomber même. C'était physique et puis même le sens aussi, parce que eux, alors, ils s'habillent comme les poilus s'habillaient. Ils prennent aussi le matériel qu'ils devaient transporter. Et c'est des conditions difficiles, mais sur une journée, on se dit, ces gens-là ont vécu ça
ils ont vécu l'enfer en fait, mais ça a duré qu'en 4 ans. Oui. Ouais, oui. Et là, on n'a pas la dimension psychologique encore, c'est juste les conditions. Donc voilà, ça a été des photos assez marquantes. Tu avais une conscience politique ? Oui, oui. Mais il y a vraiment un truc au niveau politique, ce soit, j'ai pas d'étiquette, mais le côté, la mainmise, empêcher, voilà, les restrictions, les contraintes. J'ai une réticence à chaque fois, une méfiance naturelle envers ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de discours de n'importe quel parti, en fait. Enfin, pas n'importe lesquels, mais c'est surtout ça, la valeur cardinale, en fait. C'est vraiment la liberté. Oui. Puis aussi le fait de mettre au banc de la société des gens pour leurs idées, je trouve que c'est vraiment une aberration. Dans notre pays, en plus. T'as un exemple ? Ça, justement, c'est cette... fallait hurler avec la meute et dire, voilà, le danger nous guette. Pour moi, c'est pas ce que j'ai ressenti, et puis c'est pas le discours, on se rend compte que c'est pas le problème. Le problème, pour moi, c'est vraiment les gens qui cherchent à faire rentrer dans la tête d'autres gens des idées, des choses, de dire qui a tort et qui a raison. En fait. Moi, je suis en dehors de tout ça. Comment tu choisis le titre ? Le taiseux, c'est par rapport au... C'est quelque chose qui revenait souvent quand j'entendais parler des Creusois, des Berrichons en général. Hein. On disait c'est un taiseux, c'est un taiseux. Et au début, je voulais rentrer un peu chez les vrais taiseux du cru et puis les interroger, qui me parlent un peu de leur vie. Parce que c'est antinomique comme nom. Oui, mais justement, je joue là-dessus, parce que c'est le média qui vous invite à causer, sans filtre. Et puis finalement, je me suis retrouvée avec beaucoup de néo-ruraux, donc des gens comme moi, parce que je pense qu'on attire aussi les gens qui nous ressemblent. Et là, ça commence seulement. Francis, par exemple, il est vraiment d'ici. C'est un pur berrichon. Sa famille est connue depuis toujours ici, donc je commence un petit peu. Mais c'est très long à gagner leur confiance. Lui, j'ai dû y aller plusieurs fois avant qu'il s'ouvre vraiment, et même encore maintenant, j'y retourne souvent, mais il me dit toujours faudrait sortir un 2e tome, parce qu'il a toujours une nouvelle histoire à raconter, un nouveau pan de sa vie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est chez les anciens qu'il y a le plus de richesse aussi, de parcours. Quand tu disais que tu regardais 3 ou 4 films par jour, quels sont les films qui te marquent dans ta jeunesse ? Il y en a beaucoup. Alors après, c'est plutôt par cinéaste. Il y a les films de Kubrick. Très tôt, 13 ans, ça m'a happé. Il y a un film de Kubrick que tu préfères ? Après, c'est pas original, hein, mais c'est Orange Mécanique. Après, maintenant, je préfère. À 13 ans, c'est... Plutôt les autres. Mais, je pense que c'est ça aussi. Il faut avoir les armes aussi. Je venais pas non plus de... Voilà, j'étais une grenouille de bénitier. Il faut avoir une petite conscience un petit peu de la violence en société et tout ça. Il y a Dario Argento aussi, qui est un... Alors lui, c'est visuellement, c'est pas tant pour le scénario, mais c'est plutôt l'image. Ouais, l'image, les couleurs. Ça m'a beaucoup plu, pareil, j'ai découvert très tôt. Et puis des choses plus gaies, Jacques Demy, le cinéma de Jacques Demy. Alors c'est marrant parce que c'est beaucoup de couleurs finalement, et moi je fais du noir et blanc. Mais bon, je pense qu'on se nourrit de tout, peu importe en fait. Et le dernier film que tu as beaucoup aimé ? Là, je suis allée à Argenton pour... Il passait les films muets, il y avait trois d'un coup, voilà. Mais je sors que pour ça, hein. Pour les nouveaux, je n'y vais pas. Non, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour en fait. Et je reviens beaucoup aux choses qui m'ont marqué. Je pense que ça a été une période très riche et très dense. Hein. Voir 3-4 films par jour pendant plusieurs années, c'est... Mais voilà, après, maintenant, les découvertes, c'est plus au niveau de la littérature, même si, bon, découvrir Balzac, c'est pas non plus... ça vient pas de sortir. Voilà. Estelle, on arrive à la fin du podcast. J'ai toujours la même dernière question. Quel est ton endroit préféré en Berry ? Eh ben, j'ai pas encore tout vu ici, parce que c'est vaste. On se rend compte que c'est assez vaste. Mais je dirais quand même Argenton, parce que c'est une ville... quand je sais pas quoi faire, je viens ici. Et puis je marche et je rencontre quelqu'un et qui me dit on travaille sur un truc, voilà, une idée. Moi ? Oui, c'est genre de rencontre au hasard, et Argenton, à chaque fois, c'est comme ça. Systématiquement. Je sais pas ce qu'il y a ici, il y a une attraction. Je pense que les gens qui cherchent se rencontrent en fait. Ça fait des beaux projets. Bon, bah super, je suis content là. Merci en tout cas Estelle. Mais merci. Salut.
Hello, j'espère que cette belle conversation avec Estelle vous aura plu autant qu'à moi. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn quelques liens évoqués lors de cet épisode. Merci à tous les auditeurs qui parlent du podcast Goodberry autour d'eux et qui partagent les posts. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité là encore très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.